le but de cet atelier, c'est de vous présenter la mise en place de la mobilité au sein du groupe Aéroport de Paris, pour tout ce qui permet de gérer les activités de gestion de stock et de distribution. Alors, je vais vous faire une présentation du groupe, du département logistique. On va voir dans quel contexte ce projet a eu lieu, quelles sont les opérations concernées par la mobilité, et on va voir ensuite le déroulé du projet en lui-même. Et bien sûr, on parlera du retour d'expérience. Alors, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, de machins, etc. Je vais aller assez rapidement sur la présentation du groupe. Donc, l'aéroport de Paris, au départ, c'est une société qui a été créée en 1945. L'objectif de l'aéroport de Paris, c'était de créer, aménager, développer, exploiter l'ensemble des aérodromes civils de l'État à moins de 50 km de Notre-Dame de Paris. Ça, c'est la petite histoire, c'était l'origine. Alors depuis, la société est devenue un groupe, est devenue une marque. Je vais vous présenter quelques chiffres clés. Donc le groupe Aéroport de Paris, en haut à gauche, c'est 280 millions de passagers. Donc c'est le premier groupe aéroportuaire mondial au nombre de passagers en 2018. On a 24 aéroports qui sont exploités dans le monde, un chiffre d'affaires de 4478 millions d'euros, un EBITDA à 261 millions d'euros pour un résultat net de 610 millions. Sur la partie droite, vous avez la comparaison avec d'autres gestionnaires aéroportuaires, du groupe ADP par rapport au groupe AENA, Airport, Fraport, que vous connaissez sans doute. Sur la partie gauche, vous avez les chiffres clés de Paris Aéroport. C'est Roissy-Charles de Gaulle, Orly, donc c'est 105,3 millions de passagers en 2018, pour une surface commerciale de 57 000 m² et de développement immobilier en 2018 de 58 000 m². Vous avez en bas à droite les trafics des principaux aéroports du groupe, 3 millions de passagers, Paris-Charles de Gaulle 70 millions, Istanbul, Atatürk 68, Orly 33, Antalya 32, 23 Santiago, Ankara 17, Izmir 13, Amman 8, ça fait partie du groupe Aéroport de Paris. Les activités qui nous permettent d'avoir un chiffre d'affaires consolidé de 4 478 millions d'euros, on retrouve essentiellement des activités aéronautiques. C'est tout ce qui permet de gérer la maintenance des bâtiments, tout ce qui est la maintenance des infrastructures, c'est tout ce qui est frais lié à la sûreté, à la sécurité, tout ce qui est, on parle de dégivrage, avion, on parle de ces activités-là. On a aussi tout ce qui concerne les commerces et services, on perçoit des loyers pour tout ce qui est boutique, bar, restaurant, c'est tout ce qui est parking. Les publicités, services financiers en aérogare, donc ça représente 1 milliard d'euros. On a tout ce qui est revenu immobilier, les loyers internes et externes, liés à l'aménagement des terrains. On est très ouvert à l'international, tout ce qui est développement aéroportuaire, tout ce qui est ADP, donc TAV Aéroport, ADP Ingénierie pour 1,4 milliard. Et on a d'autres activités comme celles de nos filiales, notamment en douane, télécommunications et ETF pour ce qui concerne la sûreté, qui représente 155 millions d'euros. Je vous ai dit que je vous abreuvais pas de chiffres, moi j'en ai sorti un certain nombre, mais on va bientôt arrêter cet exercice. On va aller dans le vif du sujet. Ça, c'est juste la représentation des interventions d'aéroports de Paris au niveau international. C'est pas écrit gros, c'est fait exprès, on ne va pas s'attarder sur cette slide-là. Vous voyez, on est très ouvert à l'international. On couvre en fin de compte l'ensemble, on intervient sur tout le cycle de vie d'un aéroport, pour simplifier. Alors, pour ce qui concerne le département logistique, donc on a au sein de la direction des achats une filière logistique qui a été créée en décembre 2018. Nos principales activités au point de vue logistique, on fait de la réception, on fait de la distribution, on fait de la gestion des stocks, on gère des flux retours, on a mis en place le rapprovisionnement automatique depuis quelques années. Donc ça, c'est des activités essentielles qu'on a au sein de notre département logistique. Les produits que l'on gère actuellement, ce sont des fournitures industrielles, des produits d'exploitation pour tout ce qui est post-inspection filtrage, c'est tout ce qui est produits de crise et temps réel, on a des produits d'exploitation de type assise de siège en aérogare, des plantes vertes, des poubelles, des tanks salides, on gère aussi des fuels, des produits chimiques, des produits vernaux et bien sûr tout ce qui est équipement salarié. C'est une offre de gestion de stock et de distribution très large au sein de l'entreprise. Nos clients internes de la logistique, ce sont les unités opérationnelles, ce sont les compagnies aériennes, ce sont les salariés, que l'on vient d'évoquer, et tout ce qui est prestataire de sûreté, tout ce qui est passage, lors des postes d'inspection filtrage, tout ce qui est, bon, j'en passe, et d'autres.
Je vais arrêter pour tout ce que présentation des outils, on va parler du contexte du projet. Donc, quelques chiffres clés encore, mais plus liés à la logistique cette fois-ci. L'organisation cible de la log chez nous, c'était de passer de magasins centraux par plateforme à 3 niveaux de magasins. C'est-à-dire qu'on est passé de situation, on avait un magasin central qui on gérait des stocks par plateforme, à la mise en place de magasins de proximité plus près de nos clients internes. On a considéré donc, des magasins centraux, des magasins avancés et un troisième niveau de magasin plus près de nos clients au sein des ateliers mêmes. C'est ce qu'on appelle les stocks tampons. Voilà, on a fait évoluer, je dirais, nos structures de magasins. On est dans un objectif d'avoir 100% de produits qui sont code barrés pour faciliter le traitement des différentes activités logistiques, réception, sortie, transfert, etc. On a le but, on va le voir après pourquoi, c'est d'avoir 100% des mouvements de stock qui sont enregistrés dans notre ERP, ce qui n'était pas le cas avant, et d'avoir 100% des produits stockés, magasins centraux, magasins avancés, stock tampon, réapprovisionnés automatiquement. On va faire un petit focus, on va rentrer de plus en plus en détail, notamment sur le projet logistique. On a donc créé une filière logistique au sein de la direction des achats. Avant, c'était des activités, je dirais, supplémentaires qui étaient demandées à des unités opérationnelles. Donc, on a voulu professionnaliser l'ensemble de la filière logistique. Donc, dans ce cadre-là, point de vue SI, un projet a vu le jour et a été décomposé en 3 volets. Il y a un premier volet qui consiste à remplacer la partie e-procurement, à migrer un outil qu'on a maison vers un nouvel outil. Donc, ce n'est pas l'objet de notre atelier du jour. Il y a un deuxième volet, point de vue projet, qui consiste à adapter l'ERP SAP pour permettre notamment la distribution en mobilité. On va voir pourquoi après. C'est-à-dire que, on verra sur le slide suivant, je préciserai ce point-là. Et on a un troisième volet au niveau du projet qui consiste à mettre à disposition de nos clients internes des armoires click and collect, des armoires de consignation. Hop, pardon. Tac. Voilà, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, comme je vous dis, pour asseoir la mobilité, il a fallu préparer l'environnement SAP. Et ce qu'on va voir un peu plus en détail, c'est la partie mobilité qui s'appuie, qui va permettre de faire des opérations de gestion de stock et de distribution en toute liberté, j'ai envie de dire. Alors, si on raisonne le processus, avant ce projet-là, on avait, alors sur la partie haute, on a la partie expression de besoin, qui peut être faite dans le cadre de demande de fourniture, ce qu'on appelle de type cross-doc non stocké chez nous, c'est-à-dire que les expressions de besoin vont donner lieu à une commande d'achat au fournisseur directement. On a, je dirais, des demandes de prélèvement de stock, c'est-à-dire que dès lors qu'on a des produits qui sont stockés chez nous, ça passe nécessairement par nos magasins. C'est-à-dire quelqu'un qui exprime un besoin de fourniture stockée, ça passe par nos magasins. On a sur la partie droite tout ce qui concerne la partie transfert entre magasins et leur approvisionnement automatique. Donc la strate en dessous de l'expression de besoin, que ce soit du cross-doc, du prélèvement, des demandes de transfert, du rappro, c'est la partie commande ou réservation de stock dans les magasins, commande externe, commande interne, réservation de stock. Et on a la partie basse, donc c'est la partie réception, c'est les activités logistiques de réception de marchandises sur commande, de prélèvement de stock, de transfert de stock entre magasins et de réception de marchandises pour la mise en stock. La partie distribution, c'est la partie, c'est les petits carrés verts que vous voyez en bas. Ça se réduisait à ça avant le projet, c'est-à-dire que la distribution, c'est après une réception de marchandises cross-doc ou de sortie de marchandises à destination de nos clients internes, il y a un bon qui sortait et on partait avec ce bon-là, on leur faisait signer. Voilà. Donc là, le but de ces projets, donc notamment le premier volet, c'était d'adapter l'environnement SAP pour permettre de tracer de bout en bout dans le système l'ensemble des activités qu'il y a eu entre l'expression de besoin jusqu'à la remise au destinataire. La partie basse, c'est la partie distribution interne. On distribue à l'ensemble de nos clients internes donc des produits. On a une logique de génération de commandes de distribution et de bons dès lors qu'il y a une réception ou une sortie de marchandises, qui est prise en charge par les équipes de distribution pour être mieux destinataire, avec, on va le voir un peu plus loin, la signature qui est faite, enfin l'accusé réception qui est faite via batch par nos clients internes. Excusez-moi, c'est ça. Je vais aller plus vite comme ça.
ça devrait être comme ça. Ouais. Merci. Voilà, donc ce que vous voyez en pastille rouge, c'est l'ensemble des fonctionnalités qui ont été couvertes en mobilité dans le cadre du projet. Donc on retrouve toutes les activités de logistique, de réception, de sortie de stock, de transfert, de prise en charge de commandes de distribution, de remise au destinataire, ce qui permet de faire des inventaires, le comptage des inventaires, dans le cas d'inventaire, pardon, et afficher aussi les données articles, et aussi permettre de régénérer, de rééditer les bons de distribution. On va parler du projet mobile logistique mobilité en lui-même. Là, je vais laisser la parole à Cyril. Bonjour à tous. Donc, effectivement, l'idée de ce slide, c'est de donner une vue d'ensemble du projet focus sur la partie mobilité logistique. Donc, on retrouve un focus sur la partie équipe, à savoir qu'on a eu un partenariat entre ADP Aéroport Paris, ADP Consulting et associé à One. Une vraie complémentarité des compétences autour d'un architecte technique. Quand on parle de complémentarité de compétences, dans le cas d'un projet mobilité, il faut adresser l'aspect réseau, l'aspect sécurité, l'aspect admin, l'aspect device, l'aspect MDM. Et une des grosses forces de ce projet, c'est la capacité qu'a eu ADP à réunir au sein d'une même réunion toutes les parties prenantes. Donc vraiment, on est une quinzaine autour de la table pour pouvoir adresser l'ensemble de ces problématiques et pouvoir dérouler ensuite le projet dans d'autres conditions. Et bien sûr, une forte coordination, vu qu'il y avait beaucoup d'intervenants dans le cas d'ADP, que ce soit les key users, les personnes qu'on a rencontrées sur site, les responsables fonctionnels des différents domaines, les sponsors et tous les acteurs qu'on a pu rencontrer dans ce projet. Quelques indicateurs clés. On a réalisé donc, une dizaine d'applications sur 4 mois de projet, donc 4 mois d'été, de juin à octobre, avec un mois de stabilisation. L'ordre de grandeur, c'est environ 200 jours hommes pour la partie design, build et déploiement de ces applications. 3 semaines de recette métier, avec très peu de retours, pour au final avoir une cinquantaine de devices qui ont été déployés. D'un point de vue attente, les principales attentes d'ADP, c'est d'avoir une architecture simple, pas de serveur additionnel, pas d'architecture technique complexe, mais néanmoins de pouvoir offrir des applications en mode déconnecté, en mode offline. C'est souvent un des points durs sur la mobilité. C'était un point important pour ADP de pouvoir avoir, sur certaines zones qui étaient non couvertes ni en Wi-Fi ni en 3G, de pouvoir avoir des applications qui fonctionnaient en mode déconnecté et qui pouvaient ensuite se synchroniser avec SAP sans difficulté particulière. Une lecture code barre, on a vu juste avant qu'il y avait beaucoup de code barres disponibles, donc c'était avoir un device qui puisse exploiter ces code barres. Une lecture de badge NFC pour pouvoir valider la personne à qui on a distribué le colis. Donc on utilise le badge de chaque utilisateur, de chaque salarié ADP pour pouvoir vérifier son identité et du coup être capable de tracer à qui on a rendu le... Et c'était essentiel pour nous, notamment pour les EPI. En particulier pour les EPI. Une partie prise de photos avec une gestion de pièces jointes et d'un point de vue plus business, l'attente était d'accélérer et de simplifier le traitement des mouvements logistiques. Voilà, tu l'as passé. Alors, ce slide pour vous montrer une vue d'ensemble du planning. 3 points importants. Le premier, c'est la visite sur site, car c'est toujours important sur les projets mobilité de visiter les sites, de voir les opérateurs, dans quelles conditions ils travaillent, leur environnement, et de voir un petit peu leurs habitudes et de voir concrètement où ils travaillent. On a paralysé en plusieurs lots pour être capable de rapidement délivrer du coup, ces différentes applications, et également faire des ateliers de conception sur la base d'écrans déjà prédéfinis. C'est-à-dire que suite à la visite de site, on était en mesure d'avoir déjà des scénarios, d'avoir des maquettes d'écran et d'avoir une cinématique, ce qui a accéléré finalement la phase de conception et a permis d'avoir un délai relativement court pour la réalisation et la mise à disposition de ces applications. Je vais laisser passer du coup. Oui. J'appuie sur le bouton. Allez. Alors, volontairement, ça c'est l'architecture technique d'un point de vue extrêmement simplifié. Pourquoi on a donc des devices qui tournent sur Android, donc des modèles Honeywell, on a dit une cinquantaine de devices, avec une gestion de ces devices, avec un outil qui s'appelle AirWatch pour l'enrôlement et la distribution, la gestion au quotidien de tout ce qu'on a à faire sur les devices, pour suivre les devices, les loguer et distribuer les applications qu'on a besoin de mettre à disposition. Un accès 3G et Wi-Fi, là aussi on verra un peu plus tard sur la partie roaming, et une sécurisation via un tunnel VPN pour la partie 3G. Et côté serveur, on est sur un SAP, un ECC6, et on s'appuie sur la solution Neptune Software, qui englobe la partie SAP UI5. L'architecture technique, c'est rien de plus que ça.
Donc, grâce à cette architecture technique extrêmement simple, un add-on Neptune sur la partie SAP, on est en mesure de faire des applications en mode déconnecté et accessibles à la fois en 3G et en Wi-Fi. Donc, pour toutes les questions plus techniques que vous pourriez vous poser, je me tiens à votre disposition à la fin de la séance. Donc, comme vous disiez tout à l'heure avec les pastilles rouges, donc on a une dizaine d'applications qui ont été déclinées pour faciliter, je dirais, la formation d'utilisateurs en code mouvement. Donc c'est parlant aux utilisateurs, on parle de réception, on parle de sortie, on parle de transfert, on parle de comptage lors d'inventaire, on parle d'affichage d'articles. Donc ça a été structuré de cette manière-là pour faciliter, je dirais, pour accélérer pour rendre opérationnel le plus rapidement possible le logisticien. Donc là vous avez l'exemple de tuiles, donc c'est du Fiori, mais je dirais on accélère le traitement de la mise en œuvre de ces tuiles en passant par justement la solution qu'évoquait Cyril à l'instant. Donc là, on a des tuiles qui concernent la réception, me semble-t-il. On en a pour tout ce qui est sortie de marchandises, direct, sur réservation, etc. On a donc là, ça nous permet de voir un peu l'ergonomie, la partie, je dirais, charte graphique. Comment on rend facile la compréhension des informations qui sont traduites sur le terminal. On s'est servi beaucoup de codes couleurs, comme notamment le vert, c'est-à-dire qu'on a de la dispo sur ces produits-là, donc on peut les traiter. Si jamais on peut ne traiter que partiellement, on va avoir une partie qui est en vert, une autre qui est en rouge, une partie que l'on ne peut pas traiter. Donc c'est tout un tas de choses qui ont été, je dirais, pensées, bien pensées, qui vont permettre de faciliter, pas l'acquisition, mais la prise en main de l'applicatif. Donc je reviens sur ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'était très important de partager avec l'intégrateur et les opérationnels ces écrans-là. On avait une bonne connaissance, je dirais, de notre besoin fonctionnel. Après, le fait de partir sur des choses qui sont déjà sur des modèles, ça accélère la compréhension, la physionomie, comment ça va se présenter sur le terminal. Et du coup, on est plus sur des discussions d'optimisation par rapport aux enchaînements des écrans, par rapport aux positions de boutons. Mais ça a été très enrichissant, cette partie-là. Là, vous avez de manière, je dirais, animée des enchaînements d'écran. Sur la partie gauche, on est sur une réception de commande. On affiche les données d'en-tête. On a la possibilité d'associer les pièces jointes. Voilà, donc ça permet de voir un peu, c'est du temps réel, donc c'est très fluide. Si jamais on oublie on demande une signature par badge et que la personne ne signe pas, le système, on a des messages d'alerte qui disent attention, le badge doit être apposé. Si jamais on a demandé une signature par badge, on a toujours la possibilité de faire une signature manuelle, comme vous avez des fois quand vous avez des prestataires qui vous livrent des colis à la maison. C'est ce principe-là. Pour le retour d'expérience suite à la mise en production. Donc, il y a alors l'expérience de mise en production. On a eu et c'était heureux pour nous, ça a été très actif et comme on disait tout à l'heure, ça s'est déroulé du mois de juin au mois d'octobre, avec une période estivale au milieu, c'est-à-dire juillet-août, où le mois d'août n'a pas été consacré intégralement au projet. Donc il y a une mise en œuvre qui a été rapide, à mon sens rapide, par rapport aux autres projets que j'ai connus auparavant, dans des coûts maîtrisés. La performance applicative est très bonne. Ça veut dire qu'on va en parler de ça d'après, mais même un an après, on n'a pas de problème particulier au niveau de la performance. On a une adhésion rapide des utilisateurs, du fait qu'ils aient participé aux ateliers de conception design. Ça, c'est vraiment une clé du succès. Ils ont été associés dès le départ, donc ils ont pu émuler, transmettre la parole auprès de leurs collègues, faire part de où on en était en termes de travaux. Ce qui est super aussi, c'est l'accès aux informations en temps réel que j'expliquais avant. La distribution a été faite hors système. Là, on est dans une distribution qui est faite en temps réel, en mobilité, et du coup, où avant on avait un bout de paquet, on est passé sur une logique où on a l'information, malgré le fait qu'on distribue sur des points, je dirais, assez éloignés au niveau de l'aéroport. On sait exactement à quel moment les colis ont été pris en charge et remis au destinataire. Le fonctionnement offline, on en a parlé tout à l'heure, on distribue des colis au troisième sous-sol de l'aérogare, on a des zones qui ne sont pas couvertes ni par la 3G ni par le Wi-Fi, d'où l'importance pour nous de pouvoir, permettre l'enregistrement de l'accusé réception, même si on n'a pas de réseau.
C'est-à-dire que dès que le système se reconnecte au réseau, il va synchroniser les données, et du coup, on aura la traçabilité de ce qui a été fait pendant ce laps de temps avant. Les points perfectibles qu'on avait notés suite à cette mise en production, c'est le nombre de clics. Ça, c'est une guerre que l'on a pour les utilisateurs, faire clic, 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 valider 3 fois, confirmer, tout sûr, c'est sûr, et vous êtes vraiment certain de vouloir faire ça. Donc on avait ces points-là qui étaient à traiter, qui a été traité par la suite, on va le voir le slide suivant. Et on a aussi, on a utilisé comme on vous le disait tout à l'heure, on utilise des batchs pour accuser réception des colis avec les batchs professionnels de nos clients internes. On n'a pas été jusqu'à aller lire, récupérer des informations de notre LDAP en interne. C'est-à-dire qu'on lit ce qu'il y a sur la carte professionnelle de l'utilisateur. Hein, et après, si jamais on doit ça arrive plusieurs fois, démontrer qu'on a bien remis un colis, un produit, un utilisateur interne, on va interroger notre LDAP, mais on a la clé qui prouve que c'est bien cet individu-là qui a réceptionné l'intérieur. Donc ça, c'est les points, ça fait partie des points perfectibles. Alors, et un an après, parce que le temps s'est écoulé, on parlait tout à l'heure de la mise en production a été faite fin d'année 2018. Donc un an plus tard, donc on a pu confirmer la robustesse et la stabilité des applications. Du fait de la participation des acteurs internes, ils ont été d'autant plus libres pour nous faire des remontées pour ce qui allait et ce qui n'allait pas. Donc ça, c'est très bien, ça permet d'enrichir et de constituer un cahier des charges des évolutions souhaitées. Hein. Il y a eu aussi, donc d'ailleurs il y a eu un cahier des charges, suite à ça, il y a eu des nouvelles applications qui ont été mises à disposition sur nos terminaux. Et il y a eu des nouvelles ambitions qui sont pas complètement affichées, mais envisagées pour étendre la mobilité à d'autres activités de notre entreprise. Là, on parle de gestion des stocks, on parle de distribution, on l'envisage éventuellement pour la maintenance, pour tout ce qui est intervention de maintenance. Ça a été fait par ailleurs par notre partenaire, a priori avec des résultats qui semblent satisfaisants. Pour les points perfectibles, on est confronté à des problèmes de roaming entre le Wi-Fi et la 3G, donc c'est quelque chose que l'on vit, même si ce n'est pas gênant pour nos activités, mais de temps en temps, on a des petits soucis de switch lorsqu'on passe de Wi-Fi à 3G. Alors, on l'a réglé, certains fonctionnent en 3G, d'autres en Wi-Fi. On a pour la distribution notamment, c'est surtout là que ça se présente, on a le mode offline qui nous permet de pallier à ça. Un autre point qui a été évoqué là, on est dans une logique mobile. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on fait des sorties de marchandises, on génère des commandes de distribution et des bons de distribution. Il y a encore un petit peu de papier. Le but étant de le réduire au maximum. Du fait qu'on soit mobile, on passe par un serveur d'impression pour lancer l'impression sur nos, je ne suis pas technicien, hein, sur nos imprimantes, sur nos serveurs, sur nos imprimantes. Voilà. Donc c'est un petit temps qu'on voudrait réduire. Voilà, voilà le retour ce qui me vient un an après la mise en place de ces applications. Du coup, on était allé très vite dans cette présentation. L'avantage, c'est que ça donne toute l'attitude et au moins on a un bon quart d'heure pour répondre aux questions. Donc, on avait une demi-heure, on a mis 25 minutes. Voilà, on est allé vite, on avait tellement peur de manquer de temps. Est-ce que vous avez des questions? La première est la plus dure. Là, je tiens à dire, tout le monde il n'est pas beau, tout le monde est joli, hein, ça s'est pas passé. Ça s'est très bien passé, c'est un très bon projet. Après, on a été confronté à des problématiques, mais ça a été réglé au fil de l'eau sans problème particulier. Et c'est surtout, pardon, je l'arrête avec ça, la clé du succès de ce projet-là, c'est le fait d'avoir mis tout le monde autour de la table, notamment le premier atelier architecture, où on n'a pas eu le débat de ça c'est pas chez moi, il faut voir avec le RSSI, ça il faut voir avec les réseaux, ça il faut voir avec ceux qui gèrent le MDM, pour tout ce qui est gestion des flottes de terminaux. Le fait d'avoir mis tout le monde autour de la table, ça règle beaucoup de choses. Après, on est chacun, on s'occupe de nos chapelles, et le fait qu'on a en face tous les interlocuteurs, bon, voilà, il y avait du répondant derrière. Donc ça, c'est un très bon point. Pardon. Je voudrais savoir comment vous avez réglé le problème du roaming entre la 3G et la Wi-Fi. Pardon, pour régler le problème de roaming. Entre la 3G et la Wi-Fi. Entre la 3G et la Wi-Fi, ce qu'on a fait, on a des utilisateurs qui font la distribution. Eux, ils sont partis, ils ont pris le pli de se mettre contre 3G.
Il coupe la Wi-Fi. Et du coup, il n'y a plus d'histoire de roaming. Alors, petite précision, l'avantage, c'est qu'on est sur une solution qui est pas, la connexion n'est pas permanente, donc il n'y a pas une coupure violente de la connexion. Donc, en fait, l'application va continuer de fonctionner, c'est juste que le temps que ça rattrape le réseau, bah, du coup, il y a une petite latence. Par contre, il n'y a pas besoin de se réauthentifier, on perd pas, vraiment, on n'est pas coupé dans le flux. Hein. Voilà, c'est exactement. Et c'est, pour toutes les opérations qui sont faites de gestion de stock, c'est fait dans un local qui est couvert par le Wi-Fi. L'ensemble de nos locaux sont couverts en Wi-Fi. Donc on n'a pas de souci là pour les lieux de stockage. Est-ce que tu as compris si c'est tout tourné, que tout tourner en fait, pour la distribution Comment on a fait pour cette partie-là? Ouais, Là, ça, on pourra en parler après. On est passé par on a détourné des commandes SAP qui n'ont pas besoin d'imputation, quand il n'y a pas de facture attendue, donc ça devient des commandes de distribution. Voilà. Alors, madame avait une question sur le nombre d'utilisateurs. Aujourd'hui, c'est une cinquantaine d'utilisateurs déployés. Exactement, et on est sur une ambition, on va déployer davantage de stock tampon, on va passer sur 70 magasins, et on a une ambition, on va passer à 100, 120, 130 utilisateurs. Et au niveau matériel, donc vous utilisez des Alors, et au niveau matériel, oui. donc après vous avez un parc de matériel à acheter. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on sert de. Voilà, c'est ce genre de matériel. On a des spécialistes MDM. Donc, c'est un outil qui permet de gérer des flottes de terminaux, qui permet de savoir en temps réel où sont les terminaux et aussi quelles sont les applications qu'on pousse sur ces terminaux. On donne des droits aux utilisateurs pour qu'ils en profitent. Vous pouvez y accéder à distance sur les terminaux, c'est quand ils sont à vous. Là, par exemple, ici à Nantes, on peut faire des opérations de gestion de stock et de distribution avec le terminal. Tout à fait. Oui. Combien de personnes sont sur le projet? L'équipe projet? Oui. L'équipe projet, la taille de l'équipe projet, je dirais de notre côté, on a oscillé, alors sur la partie HRC, on a dû osciller, on va dire HRC de One, entre 5 et 8. Pas à temps plein, mais du coup, il faut ramener les différentes compétences sur la technique, le fonctionnel, le pilotage, etc. Et sur la partie ADP. On était trois essentiellement, je ne parle pas de réseau RCCI où ils sont intervenus dès le départ. Tout ce qui est conduite de projet et suivi, on était 3 personnes. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu, on va dire, peut-être un noyau dur d'une petite dizaine de personnes, mais il y a eu de nombreuses personnes sollicitées, parce que dans une maison comme ADP, pour avoir l'infra, la sécurité, les accès VPN, le MDM, l'admin Basis, le responsable des autorisations, le responsable du développement, on est vite une vingtaine de personnes. C'est ça. Après, la difficulté, c'est vraiment ça, c'est de mobiliser l'ensemble de ces personnes qui font des activités autres. Et on est plus à dire, on connaît tous ça, ceux qui font la conduite de projet, c'est de démobiliser sur un temps de projet les personnes, et même si ça ne ferait pas forcément dans leurs activités principales, comme étant faisant partie de leurs activités principales. Pardon. Alors, tout au fond, il y a une question, monsieur. Du coup, vis-à-vis du mode déconnecté, moi je voulais savoir finalement comment on récupérait l'information sur le terminal. Est-ce qu'il y avait un stockage de l'information sur le terminal et finalement un blocage des différents objets dans SAP pour faire en sorte que personne puisse les utiliser autrement. Alors oui, il y a un stockage sur le terminal, donc là on se repose complètement sur la solution Neptune qui va nous permettre de faire du local storage et du coup de faire un certain nombre de mouvements et d'actions directement sur le terminal et les stocker, et qu'on va récupérer le réseau, du coup on va synchroniser directement avec SAP, et de mémoire on n'a pas eu besoin de bloquer des objets dans SAP, vu qu'on est principalement sur des mouvements. D'accord. Et du coup, la deuxième question, vis-à-vis du temps réel, moi je considère qu'on ne peut pas avoir du temps réel si on est en offline. Bien sûr que non, on est d'accord. On est d'accord. Donc effectivement, vous avez raison, à un moment donné, on parle de temps réel et de offline. C'est-à-dire que quand on est en mode déconnecté, ça permet d'accéder à l'information immédiatement, ce qui n'était pas le cas avant. Évidemment, si on est 2 heures en offline, on n'est pas en temps réel. On a la dernière information. Et le fait de ça bloquer un produit ou finalement un stock, une quantité de stock, on reste offline pendant 2 heures, le stock il ne va pas
nous, le mode offline n'était utilisé que pour la distribution, uniquement. D'accord. On s'en est pas servi pour les entrées, sorties, transferts. Oui, effectivement, par processus et par organisation, on n'a pas ce cas-là. Par contre, vous avez raison, il y a d'autres cas, par exemple la maintenance. On ne peut pas être deux à travailler sur un avis de façon déconnectée, sinon on a un problème de synchro. Donc, dans ce cas-là, on est amené effectivement à bloquer l'objet au préalable pour faire l'opération en mode offline, et quand on resynchronise, on va le libérer. Mais là, par processus finalement et par organisation, on n'avait pas cette problématique, ce qui simplifie du coup une partie de la synchro. Monsieur, vous avez également une question? J'étais étonné de ne pas encore avoir de questions sur l'offline, c'est bien souvent le point dur. C'est un vrai sujet, le mode offline. Ce qui est important de noter sur la partie offline, c'est que bien souvent, il y a besoin d'un serveur intermédiaire, d'un middleware, d'une certaine complexité pour synchroniser les données. Et là, on est vraiment sur une architecture très simple. Et on a vraiment les données sur la partie device, sur la partie matérielle, et directement sur SAP. On n'a pas cette partie intermédiaire. S'il vous plaît, comment vous avez géré auprès de vos utilisateurs le nombre de bits 1, 2, 3, 4 jusqu'à l'utilisateur final? Le transfert à chaque fois de la marchandise? Alors, il y a eu des formations d'une demi-journée qui ont été dispensées à chacun des utilisateurs. On a fait un groupement, on a fait une formation de demi-journée. Oui, ça j'ai compris, mais je veux dire, comment vous avez réussi à faire accepter à magasiner au client que vous aviez quel type à faire avant d'arriver à l'utilisateur final? Disons que c'est des acteurs SAP, hein, c'est les logiciens qui faisaient déjà des entrées, des sorties, des transferts. Ils connaissent les transactions SAP. Donc entre l'environnement SAP et gérer l'environnement de mobilité, l'environnement de mobilité est plus simple. On a limité dans SAP, actuellement on a des transactions qui sont des transactions standards, mais avec tous les champs, là on se retrouve avec un terminal mobile. Quand on fait des opérations sur un terminal mobile, on doit faire des choix sur les autres qu'on veut voir apparaître. On ne peut pas tout faire apparaître. Donc à la limite, c'est une interface qui est plus simple à utiliser. On a eu une adhésion rapidement là-dessus. Il n'y a pas eu de rejet qu'on aurait pu... on a envisagé éventuellement le fait que certains ne veulent pas s'y mettre, mais ça n'a pas été le cas. Votre question, c'est plus le risque que l'utilisateur soit réfractaire à la Ça, traçabilité. c'est que moi j'ai la même chose, et faire un guide pour descendre la palette, enfin prendre dans un stock, le déposer à un endroit, chaque fois il faut faire un guide, et vous avez dit que c'était quelque chose qui avait l'air d'être un peu problématique dans votre projet. Comment vous l'avez contourné? Comment vous avez réussi à faire accepter? Est-ce que vous avez réduit le nombre de bits entre la descente de la palette et l'arrivée au... Alors, après, par procédure, par exemple, quand on fait des tournées, on fait des flux poussés. Hein, c'est-à-dire qu'on peut très bien dire, on dit dans le cadre de tournée, on a une quantité de 10 pour tel produit à tel point de distribution. On peut très bien dire, je fais des clics en sortant, je fais ma distribution, éventuellement je réduire complètement et j'en ai pas eu besoin de 10, j'en ai besoin de 8. J'en ramène 2. Est-ce que je fais, et je fais une réintégration 2, est-ce que je fais le clic de départ et ensuite je recommence, je refais l'intégration retour, ou est-ce qu'ils font d'abord, ils prennent les 10, ils en ramènent 2, et du coup ils font les mouvements plutôt après en disant qu'ils en ont sorti 10. C'est par procédure qu'on règle ça. Hein, c'est pas, il y a plusieurs possibilités, mais je ne sais pas chez vous quelle est la problématique exacte. Vous avez plusieurs dépôts, quand vous allez d'un dépôt à un autre dépôt, vous mettez peut-être, je sors du stock, je vais dans un camion, je descends du camion, je mets dans je comprends. quelque chose, Alors, et là, je comprends. On a fait le choix au sein de l'aéroport de Paris de faire des mouvements, de faire des transferts en un seul mouvement. C'est de la distribution interne. C'est pas la distribution pour des clients externes, on a fait ce choix-là. Comme ça, on n'a pas d'histoire de je fais une sortie du magasin, il y a le transporteur derrière, et ensuite il y a d'autres mouvements qui sont faits pour le réintégrer dans l'autre entrepôt. Alors, on est en transfert direct. Et tous les dépôts appartiennent à la logistique. Moi j'avais une question sur le matériel. Déjà vous avez choisi des smartphones, hein, j'ai vu, et je voulais savoir au niveau de l'enrôlement, est-ce que l'enrôlement est nominatif ou est-ce que le smartphone peut s'échanger entre plusieurs personnes? Alors ça dépend de la différenciation on fait entre des smartphones et des PDA, on est quand même plutôt sur des PDA industriels. On n'est pas sur des smartphones grand public, on est sur des devices Honeywell. Alors certes on peut téléphoner avec, mais du coup on est quand même plus sur des PDA industriels. Ensuite, aujourd'hui, les devices sont partagés, mais il y a une volonté de les rendre nominatifs. Aujourd'hui, les 50 sont nominatifs. Ah, voilà, comme ça. Et pour les stocks tampons, on met en place des terminaux qui sont banalisés. C'est-à-dire que là, on va avoir plusieurs utilisateurs pour un même terminal.
Alors pour les nominatifs, on trace chaque terminal est associé à un individu. Hein. Et pour les banaliser, pour le coup, on va avoir des personnes qui vont être habilitées à gérer les activités de gestion de stock et de distribution. Et derrière, ils vont se connecter une première fois sur le terminal. Et une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Et le système, il enregistre en local l'ensemble des acteurs qui sont connectés. Et du coup, on n'a pas parlé de la connexion. Hein. Ils ont un code PIN, chacun a un code PIN. Et quand ils servent du terminal, ils sélectionnent leur nom, comme quoi ils ont déjà été enregistrés. Hein. Ils retrouvent leur nom dans une liste. Et ils mettent leur code PIN pour éviter que le voisin se serve de leur compte et peuvent utiliser le terminal. Alors, effectivement, c'est-à-dire que le device est partagé, mais ils ont chacun leur compte SAP. D'accord. Mais donc le compte de l'enrôlement, c'est du générique ou c'est du. Le device, il est enrôlé sous quel compte en fait? Souvent, on se parle, on a des discussions dans notre entreprise là-dessus, sur ce projet-là. On nous impose un compte nominatif. Mais ça nous pose problème pour distribuer à l'ensemble des utilisateurs. Alors, oui, je vois ce que vous voulez dire. On enrôle tous les terminaux et s'ils sont tracés, ils sont suivis via un MDM qui s'appelle AirWatch. C'est celui qu'on utilise. Par contre, l'association d'un terminal à un individu, on le fait via un fichier, via un support externe. Voilà. Alors après, bien souvent, ce qui se fait, au-delà d'ADP, pour cette problématique, c'est qu'il y a des clients qui ont beaucoup de turns et du coup qui ne peuvent pas se permettre d'affecter un terminal précisément. Ils le rattachent au responsable du site. Il y a une personne unique qui est responsable de l'ensemble des terminaux. Donc là, il y a plusieurs stratégies sur cette partie-là. Après, sur ces questions, entre device partagé ou device nominatif, il y a la question de propager l'identité. Donc il y a plusieurs autres questions derrière, mais c'est un problème récurrent. Pour peut-être terminer avec ça, cette partie-là, pour les terminaux qui sont banalisés, on a mis en place ce qu'on appelle un mode kiosque qui permet à l'utilisateur de n'utiliser que l'applicatif et pas ce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'il ne peut pas appeler, il ne peut pas envoyer des SMS, etc. En fonction de la manière dont on enrôle le terminal, on ouvre ou pas certaines fonctionnalités. Une petite question. J'arrive avec un peu de retard parce qu'on ne peut pas se diviser, on fait des retours d'expérience en même temps. Moi j'ai une question, c'est pourquoi Neptune et non pas SCP? Pourquoi Neptune et pourquoi pas SCP? Oui. Pourquoi pas Fiori? Pourquoi pas Fiori? Alors, plusieurs raisons. La simplicité de l'architecture. Okay. On n'a pas besoin de serveurs additionnels et aujourd'hui, on n'a pas besoin de serveurs additionnels. La partie offline, c'est-à-dire que aujourd'hui, on peut faire des développements hors Neptune en offline, mais la complexité est bien supérieure. La gestion de la partie du launchpad et l'affectation des autorisations, donc c'est quelques-uns des critères qu'on fait c'était plus pertinent de faire des Neptune dans le contexte d'ADP. Additionnel de licence Neptune. Effectivement, il y a bien un coût additionnel de licence de Neptune, mais par rapport aux gains sur la production des applications, et bien sur le même projet, c'était plus attractif et c'était moins coûteux d'avoir les licences Neptune plus l'ensemble des applications plutôt que de faire et dont la gestion du offline en mobilité plutôt que d'avoir directement un projet en SAP Wi-Fi avec un SCP, avec un Mobile Services ou un SMP au milieu. Vous aviez fait tout ce calcul en fait parce que même sur la partie offline, SCP le fait. Alors, on le fait. Maintenant, je ne sais pas quel retour vous avez avec toute la couche Capcel, Mobile Services, etc. Mais la complexité est bien supérieure. Est-ce que vous avez d'autres questions? On va clôturer. Merci de votre attention. N'hésitez pas à passer.